Bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par Rose Up Association. Donc, pour celles qui ne nous connaîtraient pas encore, la Rose Up Association a 3 missions: informer, accompagner et défendre les droits des femmes atteintes de cancer, tout type de cancer. Donc, on vous informe via le Rose Magazine que vous trouvez dans vos services d'oncologie, mais que vous pouvez également recevoir directement chez vous en adhérant à l'association. Et également via notre site internet rose-up.fr, vous pouvez retrouver non seulement tous les articles du magazine, mais également des contenus exclusifs, puisque le Rose Magazine ne paraît que 2 fois par an. On alimente le site internet de façon plus périodique. Nous vous accompagnons via nos maisons Rose Up à Paris et à Bordeaux, et en ligne via ma maison Rose Up, comme nous le faisons donc aujourd'hui avec ce webinaire. Et nous défendons vos droits puisque nous sommes habilités à le faire en tant qu'association de patientes. Je me présente, je m'appelle Émilie Groyer, je suis journaliste scientifique, et aujourd'hui j'accueille le docteur Decellus pour un sujet sur les troubles sexuels et notamment la sécheresse vaginale, qui est l'un des effets secondaires, qui peut être un des effets secondaires du cancer et de ses traitements. Docteur, je vous laisse vous présenter. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à traiter de ce sujet. Alors, je suis gynécologue médicale. Je travaille à l'Institut de cancérologie de l'Ouest à Nantes. L'Institut de cancérologie de l'Ouest, il est bicite. En fait, on a un site sur Angers et un site sur Nantes. Il y a une sage-femme d'Angers qui est connectée. Donc, elle connaît certainement l'ICO d'Angers aussi. Voilà, je suis arrivée à l'Institut il y a 8 ou 9 ans en tant que gynécologue médicale, et assez vite, je me suis formée en oncosexologie parce que je me suis rendue compte qu'il y avait un gros sujet autour voilà, de la vie intime pendant et après les traitements du cancer, et que je n'étais pas assez formée là-dessus. Donc, je me suis reformée sur ce sujet en particulier. Et puis, on essaye de faire avancer un petit peu les choses parce qu'il y a quand même des nouveaux traitements à proposer. Hein. C'est vrai que depuis ces 10 dernières années, les traitements de l'atrophie vaginale ont évolué et évoluent encore. Il y a encore du boulot, notamment concernant le remboursement, on pourra en discuter. Mais voilà, les choses bougent et ça, c'est hyper. Voilà, ça doit vous donner plein d'espoir pour la suite. Et puis surtout, les tabous se lèvent, hein, on en parle quand même de plus en plus. Il n'y a pas beaucoup de congrès où on n'est pas invité à parler de ce sujet. On sent que ce soit les oncologues, les radiothérapeutes, voilà, tout le monde a bien conscience des effets secondaires sur le plan gynécologique des traitements, et ça, c'est plutôt chouette. Voilà, donc c'est un beau sujet. On n'a pas trop d'1 heure pour, pour en discuter. Et n'hésitez pas à poser des questions. Je n'ai pas préparé beaucoup de diapos pour que ça soit surtout de la discussion. Oui, donc je rappelle le fonctionnement aux personnes qui nous suivent sur Zoom. Vous pouvez vous poser vos questions via l'onglet Q&R qui est en bas de votre écran. Et pour les personnes qui nous suivent sur Facebook, j'essaierai de jeter de temps en temps un coup d'œil aux commentaires pour également transmettre vos questions. Alors, on va évidemment parler des solutions parce que oui, il y en a et on est là pour ça. Mais pour comprendre pourquoi il y a de tels troubles, vous avez préparé des diapositives. Je vous laisse les présenter, comme ça permettra de poser un peu le sujet. Oui, vous voyez Très bien. ma diapo. Voilà, juste pour refaire un petit peu de physiologie. Quand on parle de sécheresse vaginale, souvent c'est un peu réducteur. En fait, il faudrait parler de ce qu'on appelle le syndrome génito-urinaire de la ménopause, qu'on appelle aussi SGUM, qui a été redéfini en 2013 par les sociétés savantes qui travaillent sur la ménopause, parce que la sécheresse vaginale, ça n'est qu'un symptôme. Il y a aussi d'autres choses qui rentrent en compte, et notamment, ça peut être, sans parler des rapports sexuels et des douleurs lors des rapports sexuels, ça peut être un inconfort quotidien, ça peut être des brûlures vulvaires, des brûlures vaginales, des sensations d'irritation vaginale. Alors, on ne sait pas trop si on a une mycose, si ça gratte, c'est inconfortable et on n'arrive pas à traiter. Ça peut être des troubles urinaires aussi, des envies d'uriner plus fréquentes, plusieurs réveils nocturnes pour aller uriner, des infections urinaires à répétition. En fait, voilà, il faut essayer de prendre le problème dans son ensemble, et nous, voilà, gynécologues et médecins, on essaye de ne pas parler que de sécheresse vaginale, mais vraiment d'interroger la patiente
voilà, sur tous les à côté aussi. Ce serait un peu réducteur de parler simplement de sécheresse vaginale, mais c'est souvent le premier symptôme qui vient. Donc, ne pas oublier les à côté. Et voilà, anatomiquement, hein, le vagin, la vessie et l'urètre sont très proches. Pareil au niveau du canal anal. C'est vrai que la constipation, ça peut aussi entraîner des infections urinaires, etc. Voilà, avoir en tête que c'est vraiment un ensemble de troubles à prendre en considération. Et alors, quand on parle de l'atrophie vaginale, qu'est-ce que c'est? L'atrophie vaginale, c'est ce qu'on peut voir à la ménopause, par exemple, quand il y a un manque d'œstrogène depuis plusieurs années. Si on examine une femme entre, on va dire, la puberté et la ménopause, c'est l'image que vous avez là à droite, on voit un vagin, voilà, une muqueuse qui va être rose, qui va être humide, avec des replis, qui est assez élastique, bien vascularisé. En revanche, après plusieurs années de ménopause, on peut avoir ce qu'on appelle une atrophie vaginale. Donc, la muqueuse, elle devient plus fine, la couleur est plus pâle. Parfois, on a même des petits points, des petites pétéchies rouges. On sent qu'il y a vraiment une pâleur de cette muqueuse, un manque d'humidité, manque d'hydratation. Et puis, le vagin se distend moins. En fait, on a moins de souplesse. Moins de souplesse. Ça, c'est ce qu'on peut voir à l'examen gynécologique. Donc, ce n'est pas dans la tête hein, des femmes, on le voit vraiment, nous, quand on fait les examens. Et si on doit regarder au microscope, là, c'est l'image de gauche, le vagin, la muqueuse vaginale, quand elle est, on va dire, riche en œstrogène, dans un milieu riche en œstrogène, on a un certain nombre de couches cellulaires, hein, les cellules superficielles. Il y a plus d'une trentaine de couches de cellules. Ces cellules, elles sont riches en glycogène et quand elles vont desquamer dans la lumière vaginale, elles vont libérer du glycogène et on va voir que ce glycogène a une importance pour maintenir un microbiote vaginal. Donc, on a une certaine épaisseur de muqueuse et puis sous ces cellules, on a aussi ce qu'on appelle le chorion. Le chorion, il a une importance aussi. Il est riche en petits vaisseaux, il est riche en fibres d'élastine, en fibres de collagène, et c'est le chorion qui va permettre d'avoir une certaine élasticité du vagin, une distension possible du vagin. Alors, la distension du vagin, elle va être hyper importante à certains moments de la vie, notamment au moment de l'accouchement, quand la tête du bébé doit passer. Lors des rapports sexuels aussi, on a ce qu'on appelle une distension, une ballonisation du vagin. La taille du vagin n'est pas la même lors de l'excitation sexuelle. Donc, on voit bien que voilà, cette muqueuse vaginale va avoir une importance pour tout ce qui va suivre derrière dans la sexualité ou à d'autres moments aussi. Alors, je vous parlais du glycogène tout à l'heure. Donc, les cellules de la muqueuse vaginale riche en glycogène vont libérer le glycogène dans la lumière du vagin. Et à ce moment-là, les bacilles de Dordelin, donc ça c'est la flore normale du vagin, vont utiliser le glycogène pour le transformer en acide lactique. L'acide lactique va permettre d'avoir un pH vaginal qu'on dit entre 3,5 et 4,5. Ça, c'est quand tout est parfait. Et le fait d'avoir un pH vaginal bas va permettre de se protéger contre les infections, contre les bactéries qui sont dites pathogènes, donc les vaginoses, les mycoses. Donc voilà, il y a vraiment un intérêt à avoir ce glycogène et cette transformation en acide lactique pour maintenir une bonne santé vaginale, un bon microbiote vaginal. Vous allez voir que tout est lié. Si je comprends bien, donc l'œstrogène joue sur la production de ce glycogène qui est une sorte de sucre qui est utilisé par ce bacille qui acidifie du coup le vagin et qui empêche les mauvaises bactéries de se développer. Exactement. Et du coup, d'avoir un confort vaginal, de ne pas avoir ces sensations d'irritation vaginale. Oui, tout à fait. L'autre rôle des œstrogènes, ça va être de maintenir l'épaisseur de l'épithélium, hein, donc toutes les couches cellulaires qu'on a vues tout à l'heure, pour avoir une muqueuse suffisamment épaisse et rose, humide, et qui est capable de sécréter donc
c'est ce glycogène. Et les œstrogènes vont avoir aussi un rôle sur le chorion, la deuxième partie que je vous montrais tout à l'heure, pour maintenir une élasticité grâce au collagène et à l'élastine. Donc voilà, un vagin, on va dire, en bonne santé et un vagin avec un milieu imprégné du milieu œstrogénique. Donc finalement, c'est assez physiologique qu'à la ménopause, au bout de quelques années de ménopause, on ait ces symptômes désagréables de sécheresse vaginale, d'inconfort vaginal, etc. On dit qu'au bout de 10 ans de ménopause, une femme sur deux va être gênée par ces symptômes, l'un ou plusieurs des symptômes de sécheresse vaginale. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui va avoir tendance à s'aggraver un petit peu avec le temps, avec la carence en œstrogène qui perdure. Les symptômes peuvent être de plus en plus importants. Au début de la ménopause, on n'est pas très gêné, et puis au bout de plusieurs années de ménopause, on peut être gêné. Alors, dans le cancer du sein, on voit que ces symptômes-là sont plus fréquents. Il y a plus de patientes qui se plaignent, encore plus que les patientes ménopausées. On dit que c'est plutôt 2 femmes sur 3 après un cancer du sein qui se plaignent de ces symptômes. Du coup, on le comprend aisément. Je vous parle beaucoup des œstrogènes. Voilà, quand on a eu un cancer du sein, on a une contre-indication aux œstrogènes globalement. Donc, voilà, soit où on a une hormonothérapie qui nous met avec un taux d'œstrogène encore plus bas. Donc, on imagine bien que ces symptômes vont pouvoir être plus importants ou en tout cas arriver plus précocement. Est-ce que j'ai été claire? Est-ce que vous avez des questions un petit peu sur le mécanisme? Il y a une question de Jessica qui demande si, à l'inverse, un excès d'œstrogène peut rendre le tissu trop laxe. Et est-ce que dans ce cas-là, il y a aussi un impact sur le périnée qu'il faudrait remuscler? Est-ce qu'il peut y avoir un relâchement du vagin à l'inverse? Oui, alors on peut avoir des relâchements des muscles du périnée. Souvent, c'est plutôt la carence en œstrogène qui donne des relâchements des muscles du périnée. Après, trop d'œstrogène ne donne pas d'hyperlaxité, mais ça va plutôt être le manque d'œstrogène qui peut donner une perte de tonicité musculaire, et la rééducation est tout à fait intéressante. Oui, tout à fait. Pas d'autres questions pour le moment. Ça marche. Alors, du coup, je continue un petit peu dans mes explications. Donc, je vous parlais tout à l'heure du chorion, des petits vaisseaux, de la distension du vagin grâce au chorion. Pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, au moment d'un rapport sexuel, au moment d'une excitation sexuelle, sous l'influence des nerfs parasympathiques, les petits vaisseaux qui sont les micro-vaisseaux qui sont dans le chorion vont se vasodilater. Il va y avoir une pression importante dans ces vaisseaux-là, et en fait, on va avoir une espèce de transpiration des parois vaginales, et c'est ça la lubrification. Plus on va avoir de petits vaisseaux, plus il y a d'afflux sanguin, mieux se fait la lubrification. Associé à la lubrification, donc on a dit le phénomène de distension du vagin, et ça c'est l'étape, donc les premières étapes de l'excitation sexuelle qui permettent ensuite d'avoir une pénétration sans douleur. C'est un petit peu le même phénomène finalement que chez l'homme, alors sauf que ça se voit moins, mais il y a ce phénomène chez l'homme de remplissage des vaisseaux péniens, et qui permettent l'érection. Voilà, c'est plus caché chez la femme, mais c'est un petit peu ça finalement. On a cette vasocongestion du vagin et cet élargissement du vagin qui rend le rapport sexuel possible. Voilà l'importance un petit peu de tout, de la bonne santé vaginale pour avoir des rapports sexuels sans douleur notamment, et puis pour tous les autres symptômes qu'on a vus tout à l'heure. Alors, je vous parle de l'excitation sexuelle, et j'ai mis aussi une diapo sur un petit peu le mécanisme de l'excitation sexuelle, parce que on parle beaucoup de l'atrophie vaginale. C'est vrai qu'en tant que gynécologue, on va traiter l'atrophicité vaginale, mais
pour avoir, voilà, souvent le symptôme, c'est quand même la dyspareunie, la douleur lors des rapports sexuels. Et c'est important de comprendre aussi un petit peu comment ça se passe, le phénomène d'excitation sexuelle, et qu'il n'y a pas que l'atrophicité vaginale qui va rentrer en compte, mais aussi d'autres facteurs. Et quand on va traiter l'atrophie vaginale, il faut aussi prendre en charge, à mon sens, sur le plan voilà, sexologique et aider la femme sur une prise en charge globale sexologique, parce que si on va s'attacher juste aux symptômes, souvent les traitements vont être un petit peu décevants. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Alors, c'est un schéma qui peut paraître un petit peu compliqué, mais parce que vous allez voir que tout est lié. C'est un schéma qui est tiré des études sur le sexo-corporel, en fait, pour dire que le réflexe d'excitation génitale, c'est un réflexe, mais après, autour de ce réflexe, il y a d'autres phénomènes qui rentrent en jeu et sur lesquels on peut jouer. Un réflexe, voilà, on n'a pas trop de prise sur un réflexe, mais vous allez voir, donc le réflexe d'excitation génitale, la vasocongestion dont je vous ai parlé, donc finalement la lubrification, qu'est-ce qui peut moduler ce réflexe d'excitation génitale? Effectivement, il y a une part de spontané, mais on peut aussi induire ou conditionner ce réflexe en essayant d'agrémenter nos sources d'excitation sexuelle. Par exemple, par les 5 sens, par le toucher, par la vue, l'odorat, le goût, ou par l'imaginaire érotique. Tout en agrémentant mon imaginaire érotique, je vais induire aussi mon réflexe d'excitation génitale. Je peux le moduler aussi, mon réflexe d'excitation génitale, si j'ai un début d'excitation. Je peux le moduler aussi par différents modes d'excitation sexuelle. Alors, ça peut être le rythme, les ondulations du corps. Ça peut être... il y a différentes façons, chaque personne est différente, différentes façons de moduler son réflexe d'excitation génitale, mais je peux jouer aussi un petit peu dessus par la façon dont je vais bouger, dont le corps va être en tension. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'assertivité sexuelle. C'est comment je me sens dans ma sexualité, comment je suis à l'aise dans mon corps pour pouvoir justement gérer cet imaginaire, cette excitation sexuelle. Voilà. Pour vous dire qu'il y a quelque chose de réflexe dans la lubrification, mais pas que. Voilà, par mon imaginaire, par la façon dont je vais bouger, par la façon dont je suis à l'aise dans mon corps, je peux moduler ce réflexe. Et ça, je trouve que c'est assez rassurant parce qu'on n'est pas sur quelque chose de physique pur et dur. Bon, il n'y a pas de lubrification, on met du lubrifiant et puis voilà. Il y a tout un travail sexologique qu'on peut faire autour. Alors, c'est super schématique, hein, mais il y a tout un travail sexologique qu'on peut faire autour et qui va jouer énormément. Et d'ailleurs, on est souvent surpris voilà, en consultation, entre parfois l'examen qu'on fait, ou franchement, si on doit faire on peut coter hein, la sécheresse vaginale, on a un score qui s'appelle le VHI avec différents critères, le pH, l'humidité, l'élasticité, etc. Entre ce que nous, on voit à l'examen gynécologique et puis le ressenti des patientes, parfois, c'est vraiment à l'opposé. On a l'impression, nous, d'avoir une atrophie très importante et puis la patiente, elle n'a aucun souci dans sa sexualité. Et parfois, c'est l'inverse, elle est très gênée, alors que concrètement, nous, à l'examen gynéco, on ne voit pas grand-chose. Alors l'idée, c'est pas de dire que c'est psychologique, c'est pas du tout, c'est pas du tout mon idée. Mais voilà, il y a pas que le côté physique de ce qu'on voit. Il y a certainement aussi toute une autre dimension à prendre en compte. Et donc voilà, ce sera aussi une de mes conclusions, c'est traiter le symptôme physique, mais aussi faire un autre travail d'ordre sexologique. Je pense que ça va vraiment ensemble. Dans les commentaires, on parle de libido. Ça veut dire quoi qu'est-ce qui se cache derrière ce terme de libido? C'est ce dont vous voulez parler, un cocktail entre l'assertivité, son conditionnement, ou ça implique autre Alors, chose? c'est encore différent, la libido. Alors, je ne sais pas s'il y a une définition précise de la libido. Après, est-ce qu'on considère que la libido et le désir sexuel, c'est la même chose? Pour moi, c'est un petit peu différent. La libido, voilà, on est plus sur l'envie sexuelle ou le désir sexuel. Souvent, c'est très lié hein, aussi aux causes hormonales. Donc, quand il y a la sécheresse vaginale, il y a souvent aussi les troubles de la libido. Et
Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Comment définir la libido? Pour moi, la libido, ce serait l'envie hormonale d'avoir un rapport sexuel, alors que le désir sexuel serait plus une envie, une envie plus cognitive d'avoir un rapport sexuel. Alors, j'explique souvent ça en consultation parce que ça permet d'avoir une autre approche. C'est vrai que la libido en soi, quand on a une hormonothérapie, quand on est sous analogue de la LHRH et anti-aromatase, quand on est ménopausé, on sent souvent voilà, une vraie baisse de la libido. Hein. Le côté hormonal, l'envie spontanée d'aller vers l'autre est souvent un petit peu altéré, et encore pas toujours quand même, mais on peut avoir du désir sexuel, on peut avoir le désir d'avoir un rapport sexuel qui va nous donner du plaisir, et toute l'importance de traiter l'atrophie vaginale et de ne pas avoir de douleur lors des rapports, c'est que pour retrouver du désir sexuel, il faut retrouver du plaisir sexuel. Et si on a de la douleur, forcément, l'envie ne va pas revenir. Donc tout ça est très lié. Hein. On comprend le mécanisme. En fait, c'est Sylvie qui a eu un cancer du sein et qui prend de l'hormonothérapie depuis 5 ans et qui parle d'une baisse totale de sa libido. Mais du coup, on comprend qu'il faudrait connaître finalement d'où vient son manque de libido. Est-ce que c'est parce que justement, elle a mal pendant les rapports? Est-ce que c'est un rapport à son corps? Est-ce que c'est vraiment qu'elle n'a pas d'élan d'élan, de désir, où elle n'a pas de plaisir? C'est ça, votre travail, c'est aussi ça, c'est de savoir d'où vient cette baisse d'envie. Oui, alors la baisse de la libido, elle est certainement hormonale. Après, on peut retrouver du désir en faisant un travail sur l'imaginaire érotique, sur les sources d'excitation sexuelle. C'est-à-dire c'est normal d'avoir une baisse de la libido quand on a eu un cancer avec une chimio, quand on devient ménopausé tout d'un coup, quand on est sous anti-aromatase. Après, c'est comment on rebondit. Voilà, peut-être la libido, elle ne reviendra pas en tant que libido comme avant, mais je vais pouvoir agrémenter mon désir sexuel, l'enrichir d'autres choses. Il faut se dire que la sexualité, elle a évolué hein, au fil des années, des siècles et des millénaires. Si on prend les animaux, par exemple, les animaux, ils s'accouplent pour se reproduire. Ils ont une sexualité voilà, reproductive, guidée par leurs hormones, leurs phéromones. Voilà, ils s'accouplent au moment des chaleurs. Nous, l'être humain, il ne va pas s'accoupler que pour se reproduire. Hein. Il a développé d'autres schémas cognitifs. Il a développé une sexualité érotique, en fait, à la recherche d'autre chose que de la reproduction. Il est moins guidé par ses hormones. À partir du moment où on se dit ça, on se dit, bon, effectivement, j'ai mon hormonothérapie. Voilà. Parfois, on dit même les analogues de la LHRH, c'est une castration. C'est terrible de se dire ça. Bon, j'ai ce traitement, mais ma sexualité, elle est indépendante de mes hormones. Elle va à la recherche d'autre chose. Je peux développer mon comportement érotique autrement que de façon hormonale. Et voilà, ça ouvre une autre piste. Chez certaines personnes, c'est déjà le cas. Et puis finalement, le côté hormonal était peu important. Ou parfois, il y a des contraceptions qui font qu'aussi la libido, elle est vraiment un peu dans les chaussettes. Donc, elles ont déjà développé leur sexualité autrement. Mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux pans. Bon, c'est un peu schématique, mais souvent, ça permet d'ouvrir autre chose et de ne pas être désespéré en se disant, bon, j'ai pas de libido, il n'y a plus rien à faire. Si, il y a tout un pan qu'on peut développer, les fantasmes. Bon, c'est un grand sujet aussi. Je ne sais pas si ça vous aide. Si, je pense que ça, enfin, les personnes qui nous suivent peuvent le mettre en commentaire, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir que ce n'est pas purement hormonal. Je voulais juste revenir sur l'œstrogène, parce qu'on a une question de Gaëlle, parce que les femmes qui nous suivent, pour la plupart, j'ai l'impression, sont sous hormonothérapie. Et elle voulait comprendre, donc, les œstrogènes sont produits, corrigez-moi si je me trompe, pour le principal par les ovaires, mais par contre, quand on les retire ou quand on est ménopausé, il y a quand même une petite production d'œstrogènes qui se fait ailleurs. Oui. Donc c'est pour ça qu'on donne des Des anti-aromatiques. anti-aromatases, oui. Tout à fait. Mais cette petite production n'est pas suffisante pour maintenir
tout ce que vous avez exposé au départ, tout le bon fonctionnement Alors, ça va dépendre des personnes, mais effectivement, à la ménopause, on a quand même beaucoup moins d'œstrogène, hein, et donc le vagin peut souffrir de ce manque d'œstrogène. D'autant si on a des anti-aromatases qui vont diminuer encore plus la quantité d'œstrogène. Après, il y a des femmes qui ne seront jamais gênées, hein. Voilà, toujours, globalement, c'est... alors, je ne sais pas si ça, on va en parler. Du coup, est-ce que vous voulez qu'on arrive au traitement? Alors, justement, j'ai peut-être une petite transition. Il y a, Oui. alors, ici, je ne retrouve pas le nom de la femme qui nous a posé la question, mais elle disait qu'elle, justement, elle utilisait ses lubrifiants et ses hydratants, ses différentes crèmes. Je vous laisse les présenter. Et puis, la question, c'est de savoir à quel moment elles sont efficaces et à quel moment elles ne sont plus... Enfin, où il faut passer à une autre solution, à une autre approche. D'accord. Alors, la première notion, c'est de savoir qu'un vagin, on peut hydrater son vagin. Comme vous mettez de la crème tous les jours sur la peau du visage pour ne pas avoir des rides, vous pouvez hydrater le vagin pour voilà, retarder le moment où on peut avoir une atrophie vaginale. La plupart des hydratants qu'on peut utiliser au niveau vaginal et vulvaire sont à base d'acide hyaluronique. Donc, c'est le cas de Mucogine. Alors, c'est vraiment pas exhaustif, hein. Je vous ai mis plusieurs marques pour vous montrer qu'il existait plein de choses. Et il y en a encore beaucoup d'autres qui ne sont pas sur la diapo. Les hydratants vaginaux, voilà, ça peut être par exemple le Mucogine ou le Palomacare ou l'Hydracare. Mais si on trouve que l'acide hyaluronique est peu efficace ou chez certaines patientes ça brûle, on peut utiliser le Réplin, c'est de l'acide c'est un polycarbophile. On peut utiliser des produits à base de vitamine E. La marque VEA, c'est de la vitamine E. Les deux qui sont un peu sur le côté, je vous les ai mis là parce que ceux-là sont remboursés Ah, s'ils sont prescrits. C'est les deux. Alors, c'est des crèmes qui sont cicatrisantes qu'on utilise, Effidia et Yalucet, souvent après la radiothérapie sur le sein, par exemple. Mais on peut les utiliser aussi à la vulve et aux doigts. On peut les utiliser en intravaginal, il n'y a pas de souci. C'est deux crèmes qui sont très riches en acide hyaluronique. Donc, ces deux-là peuvent être prises en charge si elles vous sont prescrites, donc n'hésitez pas. Et puis, les tubes sont gros, hein, vous en avez pour un bon moment avant oui, de vider le tube. Mais sinon, tous les autres ne sont pas remboursés. Tous les autres gels hydratants sans hormones ne sont pas remboursés. Alors, vous voyez qu'il y a aussi plusieurs façons de les appliquer. Et ça, vraiment, en termes d'efficacité, c'est la même chose. Après, c'est qu'est-ce qui est le plus facile pour vous. Ça peut être des pipettes, ça peut être des petites dosettes, là, comme le Palomacare. Voilà, ça peut être des pots et puis vous mettez au doigt. Ou ça peut être des ovules. En termes d'efficacité, vraiment, c'est la même chose. Ce qui va être efficace, c'est ce que vous allez utiliser régulièrement. Alors, si vous êtes très gêné, vous l'utilisez tous les jours, il n'y a pas de souci. Tous les jours, vous mettez 1 ou 2 centimètres de Mucogine là, sur la petite dosette. Il vaut mieux en mettre tous les jours une petite quantité et le faire très régulièrement qu'une fois par semaine ou une fois par mois, je mets toute la pipette et puis en fait, tout le gel va couler. Là, vous allez trouver que ce n'est pas efficace et vous allez vous lasser de les utiliser. Alors, c'est vrai que c'est hyper contraignant. Juste pour préciser, toutes ces crèmes-là ne contiennent pas d'hormones, hein. Non, là, c'est vraiment des hydratants sans hormones. Voilà, il y a vraiment pas de contre-indication particulière. Vous pouvez les utiliser aussi souvent que vous le souhaitez. Alors, souvent, sur les tubes, c'est écrit efficace sur 3 jours, donc à utiliser tous les 3 jours. Mais si vous trouvez que c'est efficace sur le moment et que vous avez besoin d'en mettre tous les jours, il n'y a vraiment aucun souci, à part le prix et la contrainte. Voilà. En dessous, je vous ai mis des noms de probiotiques parce que si vous avez vu tout à l'heure, on a parlé du microbiote vaginal, de l'importance de garder un pH vaginal bas, de l'importance de la flore de Dordelin qui va transformer le glycogène en acide lactique. Souvent, voilà, associé à cet inconfort vaginal et à l'atrophie vaginale, on a une flore vaginale très pauvre. Et en ajoutant de temps en temps des probiotiques, donc on ajoute des lactobacilles, on ajoute vraiment la flore la plus proche possible de la flore vaginale normale. On améliore aussi le confort vaginal et en association avec les hydratants, c'est souvent une bonne idée. Alors après, le rythme, ça dépend un petit peu
de chacun. Il y a des ovules, soit des ovules sur 7 jours, soit des ovules dites LP à libération prolongée, donc on met un ovule tous les 3-4 jours, ou bien on a aussi des probiotiques qu'on peut prendre par voie orale, et donc là on fait des cures sur 1 mois, et puis on refait une cure tous les 3-4 mois. Voilà un petit peu ce que vous pouvez faire sans ordonnance, sans souci particulier, parce qu'il n'y a vraiment pas de contre-indication, quel que soit le type de cancer. Alors, quand est-ce qu'il faut commencer? Quand on commence à être un petit peu gêné, ça ne sert à rien d'attendre trop, hein, on peut le faire presque un petit peu en préventif. Et puis, jusque quand et puis à quel moment on doit passer à autre chose, j'allais dire, ça, c'est votre gène, hein. Si vous arrivez à être très rigoureuse sur l'application des gels hydratants et puis que ça suffit et que vous avez une qualité de vie correcte comme ça, vous continuez. Si vous trouvez que ces gels ne sont pas suffisamment efficaces ou que la contrainte devient trop importante, on peut essayer de trouver d'autres solutions. Alors, on a beaucoup de questions sur ces crèmes. Alors déjà, les femmes qui nous suivent sont contentes de savoir qu'il y a des crèmes qui sont remboursées, parce que j'avoue que je ne savais pas, je pense que il faudrait qu'on fasse un article dessus. Alors Donc, après, c'est remboursé normalement pas dans cette indication-là, mais ça passe. oui, Je ne sais pas s'il faut faire un article dessus quand même. d'accord. Donc c'est Yalucet, c'est ça, et Ephidia, parce qu'elle Oui, nous recommandait le nom oui, des oui. crèmes. Alors, il y a Annabelle qui demande comment on applique Yalucet, parce qu'apparemment, il y a pas de pipette pour tout, je vous le dis. Non, non, non. Alors du coup, c'est une crème qui est très riche en acide hyaluronique, c'est pour ça qu'elle est intéressante, mais elle n'est pas prévue pour être utilisée en intravaginal, hein. Donc non, il n'y a pas de. Vous l'utilisez au doigt, hein. Alors, D'accord. c'est vrai qu'on a souvent des douleurs à l'entrée du vagin et puis au niveau de la fourchette, hein, là où les femmes, parfois, elles ont eu des épisiotomies ou bien un endroit où de base c'est plus fragile. Donc, ça peut être déjà masser tous les jours après la douche, une noisette de Yalucette et puis je me masse la fourchette et j'hydrate la vulve et l'entrée du vagin. Ça peut être déjà. Juste en externe, du coup, enfin, de l'entrée. Et au doigt, ouais. Ça, c'est trop douloureux. Il y a aussi des questions qui concernent plus du coup le partenaire. Sylvie demande si ces crèmes sont comestibles, dans le sens où s'il y a des caresses buccales, il n'y a pas de problème. Non, Là, non, non, aucun souci. de toxicité particulière. Très bien. Du coup, il y a Vanessa, j'ai retrouvé son nom entre-temps, donc qui est sous hormonothérapie et qui a des démangeaisons terribles. On lui a prescrit des crèmes et des ovules qui s'avèrent inefficaces. Là, il y a d'autres, du coup, il y a d'autres solutions dans ces cas-là. Oui, alors la première chose est d'avoir quand même un examen gynécologique et d'être sûr qu'il n'y ait pas autre chose comme une mycose ou un lichen scléreux vulvaire qui se traite autrement. Refaire un point, là, c'est vrai que comme ça, moi, je ferai un point, un examen clinique avec quelqu'un qui connaît bien pour s'assurer qu'il n'y ait pas autre chose derrière. Et sinon, c'est changer effectivement essayer une autre crème hydratante. Oui, il y a ça aussi. Mais voilà, ne pas méconnaître parfois d'autres choses. Oui, c'est pas parce qu'une crème s'avère inefficace que toutes les autres crèmes ne fonctionneront Oui, pas. oui, exactement. Oui. Et puis, se méfier que ce ne soit pas voilà, autre chose. Ok. Qui serait traité facilement par un traitement qui soit le bon, quoi. Chirurgique. Ok, très bien. Je vous laisse continuer. Voilà. Du coup, là, on parle vraiment des hydratants sans hormones. Alors après, il existe aussi des hydratants vaginaux avec de l'œstriol ou du promestriel qui sont des dérivés des œstrogènes. Alors, je crois que là, comme on est très cancer du sein, on va moins en parler. Mais parfois, c'est possible, hein. C'est quand même plus efficace du fait de leur mode d'action. Et en fonction du type de cancer que vous avez, même dans certains cancers du sein, on peut utiliser au moins un temps donné, quand vous êtes très gêné, des crèmes ou des ovules avec voilà, de très faibles doses d'œstrogènes qui passent très peu dans la circulation générale. Mais ça, c'est vraiment du cas par cas, donc je pense qu'on va pas détailler. Et puis, c'est un sujet qui est très débattu. C'est pareil, à chaque congrès, il y a toujours un topo sur est-ce qu'on peut utiliser des gels hormonaux dans le cancer du sein, et personne n'est d'accord. Donc voilà, mais au cas par cas, c'est tout à fait possible. En tout cas, ça vaut le coup d'être discuté parce que c'est quand même un petit peu plus efficace.
reste la contrainte de les utiliser régulièrement. Voilà. On a une question d'Hélène qui a 41 ans, qui vient de terminer ses traitements. Elle avait un cancer du sein triple négatif. Donc elle n'a pas d'hormonothérapie, mais elle est toujours ménopausée, probablement en raison des traitements qu'elle a eus. Elle se demande si ses cycles reviennent. Est-ce que la sécheresse vaginale va s'atténuer Oui. avec... Ouais. Oui, la réponse est oui. Et j'allais dire, même si les cycles ne reviennent pas, les ovaires, ils récupèrent quand même, on voit 6 mois, 1 an après la chimiothérapie, même si on n'a pas des cycles réguliers, on sent qu'il y a moins de bouffées de chaleur, qu'il y a un peu de mieux-être au niveau vaginal. Donc, même sans reprise des cycles, ça va s'améliorer. On a aussi une question d'Elisabeth, très, très simple et basique, mais je pense qu'on se l'est toutes posées. Les mauvaises odeurs vaginales, elles viennent d'où? Ça peut s'expliquer comment? Elles viennent de la perturbation de la flore vaginale. On a vu voilà, le microbiote vaginal, le pH qui doit être entre 4,5 et 5,5. Voilà, des mauvaises odeurs vaginales, c'est flore vaginale perturbée. Vous utilisez des probiotiques. D'accord, très bien. Je vous laisse avancer, du coup. Oui, ça marche. Alors, quelque chose qui peut être très intéressant, c'est la rééducation du périnée. En plus de ces hydratants, des probiotiques, ça peut être intéressant de voir votre kiné ou une sage-femme pour faire des exercices de rééducation du périnée. On a parlé un peu tout à l'heure du tonus du périnée. On peut faire des exercices de serrer, relâcher. Et puis, certains kinés peuvent utiliser aussi la machine que vous voyez en haut à droite. Ça commence à être de plus en plus répandue, c'est la radiofréquence. Par exemple, la machine là s'appelle Indiba. Sur Nantes, voilà, j'ai localisé 3 kinés déjà qui sont équipés de cette machine. Et il y a des kinés spécialisés dans la rééducation du périnée ou des sages-femmes qui utilisent ça très bien et qui peuvent utiliser la radiofréquence au niveau vulvaire et au niveau vaginal. Et on voit une amélioration sur l'atrophicité, la souplesse. Alors, pour l'instant, c'est pas, voilà, il n'y a pas 1000 études dessus, mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment un intérêt des patientes, si elles vont voir leur kiné et qu'elles font un peu de radiofréquence, on peut avoir une amélioration grâce à ça. Donc, pourquoi pas y penser. Et puis, des exercices de musculature qui sont intéressants, même sans examen. Par exemple, la technique de la bûche, qu'on peut faire en rééducation et qui permet de gérer les muscles du périnée. Avoir conscience de son périnée, c'est toujours quelque chose de positif après dans la façon dont on gère sa vie sexuelle et dont on est détendu lors des rapports sexuels. Voilà, ça c'est quelque chose, moi j'en ai pris conscience assez récemment et souvent ça aide bien de faire un travail avec kiné ou sage-femme en parallèle de tous ces gels et ovules. Oui. C'est une question d'Anaïs concernant le périnée, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément conscience du fait qu'il est bien musclé ou pas. On peut faire un bilan du périnée. Est-ce qu'on s'adresse à son médecin traitant? À qui on s'adresse ou est-ce qu'on peut le savoir nous-mêmes facilement? Alors après, globalement, si vous n'avez pas de fuite urinaire, que vous n'avez pas de... bon, c'est que votre périnée va bien. Sinon, on a facilement des fuites. Après, lors des examens gynécologiques, on fait souvent un examen avec du tonus pelvien. Donc là, on s'en rend compte. Après, je peux vous conseiller aussi les sports comme le pilate, comme le yoga. Après, il y en a d'autres, mais c'est vrai qu'on voit que les femmes qui font ces sports sur le long terme, elles ont une bonne conscience de leur périnée, elles ont souvent moins de problématiques à ce niveau-là. Exactement C'est ce des que sports où on travaille la musculature profonde et je pense que sur le long terme, ça vaut le coup. C'est ce que nous dit Sandrine en commentaire, d'ailleurs, que la pratique du Pilate a renforcé son périnée. Il y a Jessica qui nous demande si, parce que vous parliez des kinés qui rééduquent le périnée, il y a un réseau des kinés du cancer du sein, donc pour toutes les problématiques, notamment au niveau des bras, etc. Est-ce qu'il existe un réseau des kinés qui font de la rééducation du périnée? Parce que je pense que la question que se posent les femmes qui nous regardent, c'est comment savoir s'il y a autour de chez moi un kiné qui pratique cette rééducation?
Non, à mon sens, il n'y a pas de réseau. Alors, tous les kinés en font un peu, plus ou moins bien, et ils sont plus ou moins passionnés par le sujet. Donc, après, je pense qu'il faut poser la question, hein. Si vous avez votre ordonnance de rééducation, vous posez la question sur la technique qui est pratiquée. Et puis, les kinés, entre eux, savent vous adresser. Mais voilà, la parenthèse, c'était aussi par rapport à cette technique de radiofréquence qui fait partie des traitements innovants qui sont intéressants parce qu'ils vont stimuler l'atrophicité vulvaire et vaginale. Et entre nous, quand ce sont les kinés qui la pratiquent, on n'a pas des dépassements d'honoraires. Voilà, on n'est pas de l'ordre de 300 € la séance de radiofréquence, hein, les kinés. Alors, en tout cas, pour le moment, voilà, c'est tout à fait raisonnable. Euh, et puis globalement prise en charge. Donc, c'est une piste intéressante à creuser en tout cas. Très bien. Parce qu'après, on va passer sur les autres techniques que vous connaissez un petit peu, parce que tout le monde en a entendu parler. Donc, toutes ces techniques qui stimulent la muqueuse vaginale pour qu'elle se régénère. Je vous parle en premier du laser CO2 parce que c'est le plus connu. Le laser CO2 est arrivé en France, je pense, dans les années 2014. Donc, on commence à avoir un petit peu de recul. C'est surtout les Italiens qui ont commencé à utiliser cette technique. Et Euh, c'est notamment le laser Mona Lisa Touch. voilà, ouais, CO2, donc voilà, la marque le labo, c'est Mona Lisa ou Ginelase aussi. Après, il y en a d'autres. Et donc, le principe du laser CO2, alors les lasers CO2, on les utilise hein, dans d'autres indications. En médecine, c'est des lasers qu'on utilise fréquemment. Alors, au niveau vaginal, pour l'atrophicité vaginale, comment ça se passe? C'est vraiment des petits tirs de laser hein, à 360 degrés sur toute la circonférence du vagin pour venir agresser un petit peu la muqueuse, hein. On agresse un peu la muqueuse vaginale pour qu'elle se régénère, pour qu'elle refasse des fibroblastes, du collagène, des petits vaisseaux. Euh, donc, c'est des micro-brûlures, en fait, pour que le vagin se régénère. Ça n'est pas ou c'est peu douloureux. Ça se fait en consultation. La séance est très rapide, hein. Alors, il y a l'installation, mais après, c'est vraiment, on met la sonde et puis on retire progressivement la sonde. On en a pour 10 minutes, hein. Donc, on fait intravaginal, un petit peu à l'introïtus. On fait quelques points à l'introïtus aussi, donc vraiment à la sortie. Et ça se fait sous, voilà, on peut mettre un gel d'anesthésie locale, mais c'est globalement pas douloureux. On peut faire 2, 3 séances, 4 séances parfois, avec une efficacité qui est globalement très bonne. On En n'a quelques pas beaucoup de séances, contre-indications. Pardon? en quelques séances suffisent pour. Alors après, c'est toujours, ça va dépendre hein, de l'importance de l'atrophie vaginale, peut-être aussi un petit peu des traitements concomitants, hein. C'est vrai qu'on se rend compte, le laser a déjà été utilisé pour la sécheresse vaginale classique des femmes ménopausées. Là, voilà, 2 ou 3 séances suffisaient. C'est vrai que quand on a des atrophies plus sévères, des patientes sous anti-aromatase, parfois il faut plutôt 4 ou 5 séances. Donc il faut, voilà, on s'adapte à chaque situation. Euh, voilà. Il faut faire ça avec des praticiens qui connaissent bien, qui ont l'habitude, qui vérifient quand même les contre-indications. Alors, comme contre-indication, on connaît le portage d'un papillomavirus à risque ou des frottis anormaux ou des saignements anormaux, etc., évidemment. Mais sinon, il y a peu d'effets secondaires. Parfois, il y a des saignements après la séance de laser et on peut avoir parfois, chez certaines femmes, il y a eu des sténoses du fond vaginal. Donc, ça, c'était des vrais échecs du laser. Mais là, on est quand même sur un traitement qui a été bien étudié. Il y a eu quand même beaucoup de publications sur beaucoup de patientes et finalement très, très, très peu d'effets secondaires. On va dire que le laser CO2, c'est le plus connu, le plus étudié dans la littérature aujourd'hui et le plus répandu. Alors, on a beaucoup de questions sur ce laser-là. Alors, pour information, on avait écrit plusieurs articles sur ce laser et on avait aussi recueilli des témoignages de femmes qui l'avaient utilisé. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir notre site internet. Il y a Isabelle qui demande si on doit refaire comme des séances d'entretien chaque année ou à partir. Oui, alors a priori, il faut refaire des séances d'entretien, alors tous les ans ou tous les 18 mois. Après, voilà, ça dépend aussi hein, si vous avez arrêté votre hormonothérapie et que finalement les choses vont mieux. Voilà, on est aussi dans un contexte particulier.
Mais sinon, a priori, oui, sur une sécheresse vaginale classique de ménopause, on refait des séances tous les ans en moyenne. Il y a Mireille qui se demande pourquoi le fait d'avoir une infection par HPV peut être une contre-indication. Oh, c'est de la prudence, hein. Et quand on a un portage d'HPV au niveau vaginal, bon, par principe, d'aller faire des micro-abrasions dans la muqueuse vaginale et risquer que l'HPV se mette un peu plus en profondeur, on a un peu peur, mais c'est de la prudence, on n'en sait rien, hein, pour le moment. Alors, il y a Myriam qui demande si c'est remboursé. Alors, à ma connaissance, non. Non, non, c'est toujours pas remboursé, Ah ouais. par manque d'études, hein, quand même alors, on a des études, mais on a peu d'études comparatives. C'est-à-dire qu'on a des études qui disent que les patientes, elles sont contentes entre avant et après le laser, mais des études comparatives, on en a peu. Alors, nous, à l'ICO, là, on s'est engagé à participer à une étude nationale qui, on espère, va faire avancer un petit peu les choses, où on compare l'efficacité de ce laser CO2 par rapport à l'efficacité d'un gel classique, là, le mucogine, et par rapport à l'efficacité d'une autre technique dont on parlera tout à l'heure, qui sont les injections d'acide hyaluronique. Donc, on fait cette étude sur 300 patientes qui ont été prises en charge pour un cancer du sein, pour essayer de montrer s'il y a une supériorité d'un des traitements par rapport à l'autre, essayer d'avancer un petit peu dans le remboursement. Mais pour le moment, ça n'est pas remboursé. Alors, les prix, du coup, sont fixés à la discrétion de chaque... Pour avoir un ordre d'idée, Voilà, alors après, ça dépend si vous habitez à Paris ou si vous habitez à Brest. Mais on est entre 250 et 400 euros la séance. Alors, juste pour information, donc comme je le disais au début, on est une association de patients, donc on mène, vous ne savez peut-être pas forcément, vous qui nous suivez, mais on mène en coulisses depuis au moins 5 ans, même plus, je pense, des plaidoyers justement pour que ce traitement soit remboursé. Donc, je suis heureuse d'apprendre qu'il va y avoir une nouvelle étude comparative, parce qu'en effet, à chaque fois, l'argument qu'on nous oppose, c'est le fait qu'on n'est pas certain que ça a un réel Que ça bénéfice apporte un bénéfice. actuel. Donc, merci pour cette information. Et Mm, je sais mm. Ouais. Et pas, puis là, alors jusqu'ici, tout le monde était assez convaincu du laser. Et puis récemment, il y a eu une publication qui a fait un peu défaut au laser, qui a montré que contre placebo, en fait, finalement, ça n'était pas as efficace. Donc, on est redescendu un peu bas. Les critiques qu'on peut faire de ces études, c'est qu'encore une fois, le laser, c'est pas magique. Il ne faut pas s'attendre non plus à ce que vous n'allez pas retrouver... votre sexualité ne va pas redevenir comme avant tout d'un coup. Je pense vraiment qu'il y a un travail aussi sexologique à faire autour et que ce n'est pas trois séances de laser qui vont forcément tout changer. Et je pense que là-dessus, les études, elles sont pas bien faites parce que tout n'est pas pris en compte. au début, il n'y a pas qu'un seul aspect dans ce qui est. Oui, c'est ça. La dernière fois, j'avais en consultation une patiente qui n'avait pas eu de rapport depuis 15 ans parce qu'après son cancer, il y a eu 1 ou 2 essais et puis ça avait été la catastrophe. Donc voilà, ils n'avaient rien fait pendant 15 ans. Et elle est venue pour avoir des séances de laser et je lui dis franchement, voilà, ça va pas, voilà, ça va pas tout changer non plus. Je pense qu'il faut qu'on revoie un petit peu les choses de façon plus globale. Si on s'attend à quelque chose de magique, je pense qu'on est déçu, mais ça peut être une bonne aide. Il faut prendre ça comme un effet boost. Ça va booster à un moment donné la régénération cellulaire et accompagner avec un accompagnement global, on va retrouver du mieux sur sa vie sexuelle. Il y a Delphine qui demande si c'est possible d'avoir ce genre de traitement après avoir une conisation. Alors, oui, si l'HPV s'est négativé. Euh, Après, sinon, je pense que ça se discute au cas par cas. Après, c'est pas encore très très bien codifié, hein. Voilà. Moi, je vous donne mon avis. Après, peut-être que on ne sera pas d'accord. Donc, le laser CO2. Alors, il existe plein d'autres lasers. On parle du laser CO2. On peut parler aussi du laser YAG. C'est encore une technique un petit peu différente. La sonde, enfin, techniquement, c'est un petit peu pareil, hein. C'est une sonde vaginale, mais on n'a pas la même longueur d'onde. Et là, l'effet n'est pas ablatif. Il n'y a pas d'abrasion de la muqueuse. Ça va vraiment être un effet thermique. Ça va booster les cellules entre elles. C'est un peu plus comme l'effet du micro-ondes, si vous voulez. Ça va stimuler les cellules de la muqueuse vaginale pour que elle se renouvelle, elle se régénère, que le vagin, la muqueuse s'épaississe et redevienne un peu plus plissée. On stimule les fibroblastes.
Pas d'effet secondaire à ma connaissance. Peut-être qu'il faut un petit peu plus de séances pour avoir une efficacité. Un petit peu moins d'articles et d'études dans la littérature. C'est un peu plus récent comme technique. C'était utilisé initialement plus pour les hyperlaxités vaginales et les incontinences urinaires. Mais a priori, voilà, ça fonctionne aussi dans l'atrophie vaginale. Donc, toujours le même principe d'aller stimuler la régénération, d'avoir un effet boost sur la régénération vaginale. On a aussi les lumières, les infrarouges. On appelle ça la photobiomodulation LED. Longueur d'onde encore un petit peu en dessous. Une sonde, pareil, vaginale. Alors là, on est sur une lumière rouge qui va venir chauffer un petit peu. L'idée, c'est de déclencher une cascade biochimique qui va augmenter la production de collagène et diminuer l'inflammation. Donc, on vient booster encore une fois la muqueuse vaginale pour retrouver du confort vaginal. Il faut aussi beaucoup de séances. C'est aussi onéreux. Voilà, tout ça, le but à chaque fois est le même. Alors là, vraiment, il n'y a pas de contre-indication. On ne prend pas de risque à faire ça si vous n'y laissez pas de rein parce que c'est trop cher. Mais voilà, pas de contre-indication connue pour le coup, ni avec l'HPV, ni on peut essayer. Parfois, il y a des patientes qui sont gênées après une radiothérapie, après une curithérapie. On ne prend pas de risque avec ce type de techniques qui ne sont pas du tout agressives. Oui, c'est des lumières froides. Bon, certainement, ce n'est pas exhaustif. Hein. Et puis après, il y a beaucoup d'autres choses qui sont en cours. Alors après, on manque vraiment d'études, hein. On manque de recul. Alors, on va avoir l'expérience de l'un ou de l'autre qui va dire « Ah bah si, moi, je trouve que c'est efficace. » Mais c'est vrai que scientifiquement parlant, pour l'instant, ça va. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui quel laser est plus efficace que l'autre. Voilà, le plus connu, ça reste le laser CO2. Le laser YAG commence à apparaître aussi. C'est difficile aujourd'hui de faire un peu la part des choses. En tout cas, c'est bien de savoir qu'il y a des solutions. Oui, il y a des solutions. On n'est pas. Donc voilà pour les traitements physiques un petit peu. Après, on peut aussi faire des injections. Pourquoi ? Pour traiter plus l'entrée du vagin. Souvent, l'entrée du vagin est fragile, ce qu'on appelle la fourchette, là, vraiment la petite partie ici est très fragile et les rapports sexuels sont douloureux dès l'entrée à cet endroit-là. On peut injecter de l'acide hyaluronique à cet endroit-là. C'est intéressant parce que l'acide hyaluronique, c'est une molécule hydratante qui se gonfle, qui se gorge d'eau et qui va venir hydrater en profondeur, du coup, la partie muqueuse qui est sensible. Mais c'est un produit qui va finir par se résorber dans le temps et il faut faire des séances de temps en temps pour réinjecter de l'acide hyaluronique. Ce qui marche aussi globalement pas mal, c'est d'injecter de la graisse à cet endroit-là. Parce que la graisse, on sait bien l'utiliser, on l'utilise beaucoup en reconstruction mammaire, on sait la prélever, la centrifuger, etc. Et la graisse, normalement, une fois qu'elle prend, une fois que la greffe est prise, elle reste après dans le corps, alors que l'acide hyaluronique va se résorber. Le problème de l'injection de graisse, c'est qu'il y a l'anesthésie générale, il y a le prélèvement de graisse, mais ça peut être intéressant chez les patientes qui sont en cours de reconstruction mammaire, qui ont de toute façon une intervention prévue avec prélèvement de graisse. On n'a pas besoin de beaucoup de graisse pour cette zone qui est quand même très petite. Hein. Pour vous dire, les injections d'acide hyaluronique, on n'utilise que 1 millilitre, c'est des toutes petites seringues, on n'utilise que 1 millilitre de produit. Donc voilà, la graisse, c'est pareil, on n'a pas besoin de beaucoup. Et ça peut venir soulager un petit peu et hydrater cette partie-là. Et au niveau du coût de ces traitements-là ? Alors, les injections de graisse, je pense que ça peut être une discussion avec le chirurgien, en tout cas dans les centres, hein, c'est pris en charge au même titre que la chirurgie, ça ne prend pas beaucoup plus de temps. L'acide hyaluronique n'est pas remboursé non plus
séparés. Du coup, ça va dépendre vraiment des praticiens. Je pense qu'il faut compter entre 150 et parfois peut-être 200 euros l'injection d'acide hyaluronique. Après, il y a quand même de plus en plus de centres, notamment nous à l'ICO, on a créé des petits parcours pour pouvoir bénéficier de ces techniques. On commence quand même à le faire sans surcoût pour les patientes en faisant des prises en charge globales avec prise en charge sexologique, prise en charge, voilà, une consultation avec un psychologue si besoin ou une consultation avec un sophrologue. Et sur un petit parcours comme ça, à la demi-journée, on peut proposer des injections d'acide hyaluronique ou des séances de laser. Je pense vraiment que dans les années qui viennent, tout ça, ça va Démocratiser. se démocratiser. Oui. Et si une femme cherche autour de chez elle, si il y a ce genre de pratique, il faut aller voir du côté des gynécologues, des sexologues, qui est à même de pratiquer ce genre de gestes? Oui, ce sont les gynécologues, parfois les plasticiens. À Nantes, on a une dermatologue aussi qui est un peu spécialisée dans les problématiques vulvaires qui fait. Il n'y a pas d'annuaire non plus de gens formés. Je pense que c'est vraiment du bouche à oreille en fonction des villes où vous êtes. J'imagine que votre gynécologue ou même votre oncologue est un peu au courant de ce qui se fait dans sa région, de qui est un peu spécialisé dans... Voilà, on sait tous dans nos villes à qui on adresse. Il ne faut pas hésiter à demander, à poser la question. Sur les acteurs du Mm, territoire. mm, mm. Il y a une question de Caroline qui demande ce que vous pensez des dilatateurs vaginaux. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté mécanique aussi dans la prise en charge de l'atrophie vaginale, c'est-à-dire que plus on va stimuler la muqueuse vaginale, finalement, tous ces lasers, ils servent à ça, ils servent à stimuler, alors de façon plus ou moins agressive, mais on vient stimuler la muqueuse vaginale. On dit aussi que le fait d'avoir des rapports sexuels réguliers, c'est important, on va stimuler la muqueuse vaginale, on va stimuler la lubrification. Il y a des études américaines qui testaient de donner des conseils à certaines patientes dès qu'on les mettait sous anti-aromatase en leur disant voilà, il faut utiliser des hydratants, des probiotiques et avoir 2 rapports sexuels par semaine. Bon, si vous n'avez pas 2 rapports sexuels par semaine, utilisez des dilatateurs, débrouillez-vous. Et puis les autres patientes, on leur donnait les conseils habituels, c'est-à-dire qu'on ne leur donnait pas beaucoup de conseils. Et on voyait que les femmes à qui on avait un peu prévenu et qu'on avait encouragé à avoir des rapports, ça fonctionnait, avaient moins de séquelles sexuelles après. Donc il y a un intérêt de stimuler mécaniquement la muqueuse vaginale. Alors ça peut être des dilatateurs, ça peut être des vibromasseurs, ça peut être voilà, je veux dire tout ce qui va stimuler la radiofréquence tout à l'heure, tout ce qui va stimuler la muqueuse vaginale, c'est pour moi une bonne idée et ça aidera à lutter contre l'atrophie vaginale. Alors, c'est ce qui m'amène à une autre question, et c'est un sujet qu'on aimerait traiter probablement dans un prochain numéro du Rose Magazine, c'est les sextoys. Est-ce qu'ils ont une place justement dans cette rééducation? Parce qu'il y a vraiment quand même dernièrement un boom des sextoys, des stimulateurs clitoridiens externes, internes, etc. Il y a un réel intérêt à les utiliser? Oui, je pense que ça peut être intéressant. Après, la problématique des sextoys, c'est d'avoir du plaisir avec des objets clitoridiens qui vibrent très très vite et qui sont finalement pas les mêmes c'est pas la même stimulation que lors d'un rapport sexuel. Donc, faut pas non plus tomber dans l'excès et après avoir des rapports sexuels insatisfaisants parce que c'est pas la même stimulation clitoridienne et on n'arrive plus à avoir du plaisir avec une stimulation. Voilà, tout dépend de comment c'est utilisé, mais alors est-ce qu'il faut les recommander ou je pense qu'après chacun fait comme il le veut, mais en tout cas oui, moi ça m'arrive souvent d'en parler. Parfois c'est rassurant aussi quand on est seul et qu'on a peur ou qu'on a peur de la reprise des rapports sexuels, ça peut être une étape aussi. Mais oui, globalement, stimuler la muqueuse sexuelle et puis c'est une bonne solution. Quel que Mm. soit l'outil, on va dire. On a beaucoup de remerciements de Facebook et de Zoom. On est arrivé à la fin de l'heure qui nous était attribuée. Jessica dit de
de toute façon très juste que ça mériterait d'avoir encore plus de temps. Mais Jessica, sachez que c'est un sujet qu'on traite énormément dans le Rose Magazine et sur notre site internet, et on fait régulièrement des cafés sexo aussi, si vous êtes adhérente de notre association avec une sexologue pour libérer la parole. Elle donne également des solutions. Donc, n'hésitez pas à vraiment regarder sur notre site internet, à venir dans nos maisons Rose Up. Voilà, on fait tout notre possible. On sait que c'est un sujet qui est vraiment tabou et qui est très peu traité par les autres médias. Donc, on essaye d'en parler au maximum. Merci encore, docteur, pour cette présentation très claire. Et je pense que c'était vraiment très éclairant et ça a apporté beaucoup d'ouverture, je pense, aux femmes qui nous suivent et qui se sentent souvent un peu seules et sans solution efficace. Donc, j'espère qu'on leur a apporté un début de réponse. Et ben, je vous remercie encore. Et Merci à vous. merci. Au revoir. Au revoir.